j'ai découvert que ma femme me trompait parce qu'une infirmière de l'hôpital a pensé que je devais connaître le nom de l'homme qui l'accompagnait quand leur voiture s'est encastrée dans un poteau électrique à 2 heures du matin. Cette simple phrase a mis fin à mon mariage avant même que j'aie eu le temps de réaliser que ma femme aurait pu mourir. Mais voici ce que personne ne veut entendre, au moment où j'ai appris qu'elle n'était pas seule dans cette voiture, j'ai cessé de me soucier de savoir si elle allait vivre ou mourir. Je sais ce que cela laisse paraître, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne suis pas le méchant de cette histoire. Je m'appelle Mathieu. J'ai 33 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter s'est passé il y a 10 mois, même si certains jours, j'ai l'impression que c'était hier et d'autres que c'était une autre vie. Je pensais avoir un mariage solide. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4, et nous avions ce genre de relation où nous nous embrassions encore en prenant notre café le matin et où nous nous envoyions des mèmes stupides par SMS pendant nos heures de bureau. Ma femme s'appelle Léa. Elle a 31 ans, travaille dans une agence de marketing, et c'est le genre de personne que tout le monde adore dans les soirées parce qu'elle est drôle, charmante et sait exactement quoi dire pour que vous vous sentiez spécial. Je pensais avoir de la chance. Je pensais avoir gagné à la loterie en trouvant quelqu'un qui voulait vraiment construire une vie avec moi. Avec le recul, je vois à quel point c'était naïf. Mais à l'époque, je croyais sincèrement que nous étions heureux. Ce vendredi soir-là, Léa est arrivée dans le salon avec son sac de voyage déjà prêt et m'a dit qu'elle prenait la route pour aller voir son amie Camille pour le week-end, du côté de Lyon. Camille venait apparemment de subir une rupture amoureuse terrible et Léa voulait être là pour elle. Elle disait que Camille était dans un état lamentable, pleurant sans cesse, ne mangeant plus, la totale. Je me souviens m'être dit à quel point ma femme était adorable de se soucier autant de ses amis. Je l'ai même aidé à porter son sac jusqu'à la voiture. Je lui ai demandé si elle voulait que je vérifie la pression de ses pneus parce que la révision datait un peu, elle a ri, m'a embrassé et m'a dit que je m'inquiétais toujours trop. Elle a dit qu'elle s'en sortirait très bien et qu'elle m'enverrait un message une fois arrivée. Je l'ai regardé sortir de l'allée, j'ai agité la main comme un idiot et je suis rentré pour regarder un film que je voulais voir depuis longtemps. Je lui faisais une confiance absolue. C'est la partie qui me donne envie de frapper dans un mur chaque fois que j'y pense. Je lui faisais tellement confiance que je n'ai pas remis en question un seul de ses mots. Elle m'a envoyé un message vers 21h pour dire qu'elle était bien arrivée et que Camille était dans un état pire que ce qu'elle imaginait. J'ai répondu avec un emoji cœur et je lui ai dit d'embrasser Camille pour moi. Puis je suis allé me coucher seul, persuadé que ma femme faisait preuve d'une grande amitié, et je me suis endormi reconnaissant d'avoir épousé quelqu'un avec un si grand cœur. Le samedi matin, je me suis réveillé en m'attendant à un message de Léa. Peut-être une photo d'elle et Camille en train de prendre un petit déjeuner en terrasse ou de faire une balade. Rien. Je me suis dit qu'elles avaient fait la grasse matinée. À midi, j'ai commencé à trouver cela un peu étrange, mais je ne voulais pas être ce genre de mari qui flique sa femme toutes les 5 minutes. À 18h, j'avais envoyé 3 messages et tenté d'appeler 2 fois, tombant directement sur sa messagerie. Là, j'étais vraiment inquiet. Avez-vous déjà eu cette sensation que quelque chose ne va pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus? C'est là que j'en étais. À 1h du matin, je faisais les 100 pas dans la maison, essayant de décider si je surréagissais ou si quelque chose de grave était vraiment arrivé. J'ai failli appeler la gendarmerie. Je cherchais littéralement le numéro de l'hôtel de police quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché immédiatement, le cœur battant, pensant que Léa avait peut-être perdu son téléphone. La femme à l'autre bout du fil m'a demandé si j'étais Mathieu Morel, et sa voix avait ce ton calme et professionnel que le personnel médical utilise pour annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai confirmé et j'ai demandé qui appelait. Elle m'a dit qu'elle appelait du CHU et que ma femme Léa avait été admise environ 1 heure plus tôt suite à un accident de la route. Elle a précisé que Léa était stable mais blessée, et que je devais venir le plus vite possible. Tout est devenu flou pendant une seconde. Ma femme était à l'hôpital. Ma femme avait eu un accident. Ma femme aurait pu mourir. J'ai dit que j'arrivais tout de suite. Que je serais là dans 20 minutes. Je demandais si Léa allait bien, ce qui s'était passé. L'infirmière a expliqué que Léa avait une commotion cérébrale, plusieurs lacérations et une possible fracture d'une côte. Elle a dit que Léa était consciente et me réclamait, mais elle a ajouté quelque chose qui a glacé mon sang. Monsieur, je dois vous informer que votre épouse n'était pas seule dans le véhicule. Je me suis figé. Mon cerveau a mis quelques secondes à traiter l'information. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. L'autre passager du véhicule était un certain monsieur Adrien Vasseur, a-t-elle dit.
Il a également été blessé dans l'accident et est actuellement soigné aux urgences. Silence. Un silence total. Pas le genre de silence où l'on cherche ses mots, mais celui où chaque pensée est effacée et remplacée par un seul point d'interrogation hurlant. Adrien Vasseur. Je connaissais ce nom. Léa l'avait mentionné auparavant. Toujours de manière décontractée, en passant. C'était une sorte d'artiste, il faisait du design en freelance, et apparemment il s'était croisé lors d'un événement de réseautage organisé par son agence quelques mois plus tôt. Elle avait mentionné qu'Adrien l'avait aidé à contacter un graphiste ou qu'il lui avait recommandé une galerie dans le centre-ville. Adrien, le gars qu'elle n'avait jamais suggéré que je rencontre. Le gars dont le nom revenait juste assez souvent pour paraître normal, mais pas assez pour paraître suspect. L'infirmière a demandé si j'étais toujours là, et j'ai réussi à dire que oui, j'étais toujours en ligne. Elle a demandé si je venais à l'hôpital ce soir. J'ai regardé autour de moi dans mon salon, le canapé où Léa et moi regardions des films ensemble, les photos au mur de notre mariage, la table basse où, hier matin encore, nous prenions le petit déjeuner ensemble pendant qu'elle se plaignait de son patron et que je l'écoutais comme un bon mari. Je l'ai remerciée calmement pour l'appel et j'ai dit que j'appréciais qu'elle m'ait prévenu. Elle a commencé à dire quelque chose sur Léa qui me réclamait, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne finisse. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail de la cuisine avec précaution, comme s'il était en verre et risquait de se briser. Puis je me suis assis à table et j'ai fixé le mur pendant ce qui aurait pu être 5 minutes ou 5 heures. Honnêtement, je ne saurais le dire. Ma femme m'avait menti. Elle n'était pas allée voir Camille. Elle était allée rejoindre Adrien Vasseur. Elle m'avait regardé dans les yeux, m'avait embrassé pour me dire au revoir, m'avait laissé l'aider à faire son sac et était partie passer la nuit avec un autre homme. Et puis elle s'était crachée avec lui dans la voiture à 2 heures du matin, en revenant de Dieu sait où. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé, je n'ai pas frappé dans les murs, rien de ce que font les gens dans les films quand ils découvrent une trahison. Je suis juste resté assis là, avec l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine pour en extraire tout ce qui me rendait humain, ne laissant derrière lui qu'une coquille vide qui savait encore respirer. C'est à ce moment précis que mon mariage s'est terminé. Pas quand j'ai déposé les papiers du divorce. Pas quand j'ai déménagé. Juste là, assis à ma table de cuisine à 2h30 du matin, portant encore le t-shirt dans lequel j'avais dormi, tenant un téléphone qui ne s'arrêtait pas de vibrer avec des appels de l'hôpital auxquels je n'allais pas répondre. Ma femme était à l'hôpital, elle me réclamait, et je n'allais pas y aller. Tout le monde allait penser que j'étais un monstre, et je m'en fichais, parce que la personne à qui j'avais promis de rester fidèle dans la santé comme dans la maladie venait de se révéler être une inconnue totale. Laissez-moi faire une pause car je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez que j'aurais dû aller à l'hôpital, que j'aurais dû au moins m'assurer qu'elle allait bien avant de prendre une décision. Et peut-être avez-vous raison. Mais voici ce que j'ai réalisé à ce moment-là, le mensonge élaboré qu'elle avait construit, la fausse crise avec Camille, la planification minutieuse, tout cela me disait que ce n'était pas une erreur de parcours. C'était calculé. Quand quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et mentir avec autant d'assurance, de quoi d'autre est-il capable? Cette question me terrifiait plus que tout le reste. Je n'ai pas été à l'hôpital cette nuit-là. Je sais que cela me fait passer pour quelqu'un de froid et sans cœur, mais laissez-moi vous dire ce que j'ai fait à la place. Je suis resté assis à ma table de cuisine jusqu'au lever du soleil, fixant mon téléphone qui vibrait sans cesse avec des numéros que je ne reconnaissais pas. Et j'ai laissé chacun d'eux tomber sur la messagerie. Je n'étais pas cruel. J'étais en état de choc. Le genre de choc où votre cerveau s'arrête parce qu'il ne peut pas traiter ce qui arrive. Comme quand vous touchez quelque chose de si brûlant que, pendant une seconde, vous ne ressentez même pas la douleur. Vous ne ressentez rien. C'est là que j'étais, nulle part. Ma femme était dans un lit d'hôpital à m'appeler, et j'étais assis dans notre cuisine à réaliser que tout ce que je croyais savoir sur ma vie était un mensonge. Mais je ne pouvais pas rester assis là éternellement à ne rien faire. Alors, vers 7 heures du matin, quand j'ai estimé que les gens seraient enfin réveillés, j'ai fait la seule chose qui me semblait logique. J'ai appelé Camille, l'amie de Léa, celle qu'elle était censée visiter, celle qui était censée vivre une rupture terrible et avoir désespérément besoin du soutien de ma femme au point que Léa doive tout lâcher pour rouler jusqu'à Lyon. Camille a répondu à la 4e sonnerie, la voix ensommeillée et confuse. Je lui ai demandé si Léa était encore avec elle. Il y a eu un long silence. Puis Camille m'a demandé de quoi je parlais.
J'ai expliqué que Léa était partie vendredi soir pour passer le week-end avec elle pour l'aider à surmonter sa rupture. Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce que je pouvais parler à Léa une seconde? Un autre silence, plus long cette fois. Mathieu, je ne traverse aucune rupture, a dit Camille. Et Léa n'est pas ici. Je ne l'ai pas vue depuis au moins 3 semaines. Est-ce que tout va bien? Je l'ai remerciée, je lui ai dit que tout allait bien et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas l'infidélité en soi. Enfin, oui, l'infidélité était horrible, mais les gens trompent. Les gens font des erreurs. Les gens sont faibles, stupides ou égoïstes. Ce qui m'a brisé, c'est le mensonge, la planification, la délibération de tout cela. Léa ne m'avait pas simplement trompé dans un moment de faiblesse. Elle avait construit une réalité alternative entière. Elle avait choisi le nom de Camille spécifiquement parce qu'elle savait que je ne poserais pas de questions. Elle avait inventé une rupture, inventé une crise, m'avait regardé dans les yeux et m'avait raconté cette histoire complexe. Elle m'avait laissé l'aider à faire ses bagages. Elle m'avait laissé l'embrasser. Elle m'avait laissé m'inquiéter pour la pression de ses pneus, bon sang. Elle m'avait envoyé des SMS depuis l'endroit où elle se trouvait réellement, prétendant être chez Camille, disant que Camille allait plus mal que prévu. Chaque mot était calculé. Chaque moment était une performance. Et j'avais cru à tout parce que j'avais confiance en ma femme. J'avais besoin de voir la voiture. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être pensais-je que voir les preuves physiques rendrait la chose réelle. Ou peut-être avais-je juste besoin de quelque chose de concret auquel me raccrocher parce que ma réalité entière venait de se dissoudre. J'ai appelé la gendarmerie pour demander où étaient remorqués les véhicules après les accidents, et ils m'ont donné l'adresse d'une fourrière dans la zone industrielle à l'est de la ville. J'y suis allé vers 10 heures du matin, j'ai montré ma pièce d'identité, mon livret de famille et la carte grise, et ils m'ont laissé passer pour examiner le véhicule. La voiture était dans un état pire que ce que j'avais imaginé. Tout l'avant était écrasé comme une canette de soda. Le pare-brise était brisé et il y avait du sang séché sur l'appui-tête côté conducteur, ce qui m'a retourné l'estomac. Mais ce n'est pas ce qui m'a achevé. Ce qui m'a achevé, c'est le bagage. Le sac de voyage de Léa était encore sur le siège arrière, partiellement ouvert, et je pouvais voir des vêtements en sortir. J'ai ouvert la portière et j'ai tiré le sac vers moi. Et c'est là que je l'ai vu. De la lingerie. De la lingerie de luxe très chère. Le genre qu'elle avait acheté pour notre anniversaire l'année dernière. Le genre qu'elle portait pour moi avec ce sourire timide qu'elle a quand elle essaie d'être romantique. De la dentelle noire, de la soie rouge, des pièces que je reconnaissais parce que je les avais vues dans notre chambre. Elle les avait emportées pour lui. Elle avait pris les choses intimes qui appartenaient à notre mariage pour les offrir à un autre homme. J'ai eu la nausée, mais j'ai continué à chercher parce qu'une partie de moi avait besoin de tout savoir. Il y avait une petite trousse de toilette séparée, et à l'intérieur, il y avait des protections, de l'huile de massage et une bouteille de vin onéreuse. Ce n'était pas un acte spontané. C'était planifié, méticuleusement planifié. Puis j'ai vu le siège auto de notre neveu, encore attaché à l'arrière, là où je l'avais installé 2 week-ends auparavant quand mon frère et sa famille nous avaient rendu visite. Léa avait vu ce siège. Elle l'avait regardé, elle savait qu'il était là, et elle était quand même montée dans cette voiture avec Adrien Vasseur pour aller là où ils allaient. Elle avait été prête à risquer non seulement sa propre vie, mais potentiellement celle d'un enfant si les circonstances avaient été différentes, si mon frère avait eu besoin qu'on garde le petit, si quoi que ce soit avait changé dans le programme. C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental a basculé en moi. Jusque-là, une partie de moi considérait encore Léa comme ma femme, comme quelqu'un que j'aimais et qui m'avait blessé, comme quelqu'un que je pourrais éventuellement pardonner ou au moins comprendre. Mais debout devant cette carcasse, en regardant ce siège auto, j'ai réalisé que je regardais les débris laissés par quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. La Léa que j'avais épousée n'aurait jamais été aussi imprudente. La Léa que j'avais épousée n'aurait jamais planifié quelque chose d'aussi élaboré. La Léa que je pensais connaître n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, les bagages, la lingerie, la trousse de toilette, le siège auto. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour les preuves, peut-être pour la procédure de divorce, ou peut-être juste pour me prouver plus tard que je n'avais pas rêvé. Puis j'ai fermé la portière, je suis retourné à ma voiture et je suis rentré chez moi dans un silence total.
Mon téléphone affichait désormais 23 appels manqués, certains de l'hôpital, d'autres de numéros inconnus, et plusieurs de la sœur de Léa, Chloé. Je les ai tous ignorés. Une fois rentré, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce. J'ai lu les avis, comparé les tarifs, vérifié les références. Je l'ai fait de la même manière que si je faisais des recherches pour un nouvel ordinateur portable ou une destination de vacances, de façon méthodique et émotionnellement détachée, parce que si je me laissais aller à ressentir quoi que ce soit, j'allais m'effondrer. J'ai pris rendez-vous pour une consultation la semaine suivante avec un avocat spécialisé dans les divorces conflictuels. Puis je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à sortir mes vêtements du placard. Je ne déménageais pas encore. Pas tout de suite. Mais j'avais besoin de séparer mes affaires des siennes parce que je ne pouvais plus regarder notre dressing partagé sans avoir envie de tout brûler. La sœur de Léa, Chloé, a rappelé l'après-midi même. Et cette fois, j'ai répondu. Elle pleurait, me demandait où j'étais, pourquoi je n'étais pas venu à l'hôpital. Est-ce que je me fichais que Léa soit blessée? Quel genre de mari abandonne sa femme quand elle est à l'hôpital? Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit très calmement que je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui m'avait menti de façon aussi absolue et que je demandais le divorce. Chloé est devenue silencieuse. Puis elle a demandé de quoi je parlais. Quel mensonge? J'ai réalisé que Léa n'avait dit la vérité à personne. Bien sûr que non. Alors j'ai tout dit à Chloé, l'appel à Camille, l'histoire de la fausse rupture, Adrien Vasseur dans la voiture, la lingerie et tout ce que j'avais trouvé dans le sac de voyage. Chloé n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit qu'elle avait besoin de digérer tout ça et qu'elle me rappellerait. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé ce jour-là. Et quand elle a recommencé à m'appeler quelques jours plus tard, c'était pour me supplier de rendre visite à Léa malgré tout, parce que la famille, c'est la famille. Je suppose que les liens du sang sont vraiment plus forts que tout. Ou peut-être qu'elle ne pouvait pas accepter que sa sœur soit capable d'une chose pareille. Voici ce que je veux que vous compreniez, je ne raconte pas cette histoire pour obtenir de la sympathie ou pour prouver que j'avais raison. Je la raconte parce que je pense que beaucoup de gens restent dans des situations comme celle-ci par culpabilité, par obligation ou parce qu'ils s'inquiètent de ce que les autres penseront. Et je veux que vous sachiez que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner de quelqu'un qui vous a montré exactement qui il était. Seriez-vous allé à l'hôpital? Auriez-vous essayé de trouver une solution? Je suis curieux de savoir ce que vous auriez fait à ma place. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis pour la première fois en 4 ans. J'ai fixé le plafond en pensant au siège auto, à la lingerie, aux poteaux électriques et aux mensonges. Et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident dès le début, je ne pleurais pas ma femme. Je pleurais une personne qui n'avait en réalité jamais existé. Léa m'a appelé le lundi matin depuis l'hôpital et j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être voulais-je entendre ce qu'elle allait dire. Peut-être avais-je besoin de confirmer que je faisais le bon choix. Je ne sais pas. Sa voix était faible et tremblante. Elle m'a demandé où j'étais, pourquoi je n'étais pas venu la voir. Est-ce que je ne me souciais pas qu'elle ait été blessée? Elle a dit qu'elle m'avait réclamé pendant 3 jours et que personne ne voulait lui dire où j'étais. Elle semblait sincèrement confuse, comme si elle ne comprenait vraiment pas pourquoi son mari n'était pas à son chevet en train de lui tenir la main. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste écouté sa respiration à l'autre bout du fil. Cette femme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 4 ans, et pour qui je ne ressentais absolument plus rien. Puis je lui ai dit très calmement que j'étais au courant pour Adrien Vasseur. Il y a eu un silence. Pas le genre de silence où quelqu'un réfléchit à ce qu'il va dire. Le genre de silence où le monde entier de quelqu'un s'effondre et où il essaie de comprendre comment le reconstruire assez vite pour sauver les meubles. Puis elle a commencé à pleurer et à dire que ce n'était pas ce que je pensais, qu'elle pouvait expliquer, que c'était compliqué et que je devais venir à l'hôpital pour que nous puissions parler en personne. Je lui ai demandé si elle était avec lui cette nuit-là. Nouveau silence. Puis elle a dit oui, mais que je ne comprenais pas toute la situation. Je lui ai demandé si elle avait menti en disant qu'elle allait voir Camille. Elle a dit oui, mais qu'elle l'avait fait uniquement parce qu'elle ne savait pas comment me dire la vérité. Je lui ai demandé si elle avait mis notre lingerie d'anniversaire dans son sac pour la porter pour un autre homme. Elle n'a pas répondu à celle-là. Au lieu de cela, elle a commencé à parler de la douleur qu'elle ressentait, de la peur qu'elle avait eue lors de l'accident, du fait qu'elle avait cru mourir et que la seule chose à laquelle elle pensait, c'était moi.
Je lui ai dit que j'avais parlé à Camille, que j'avais vu la voiture et tout ce qu'il y avait dedans, et que j'avais déjà contacté un avocat pour le divorce. Elle a craqué, puis s'est mise à hurler dans le téléphone, me traitant de sans-cœur, me demandant comment je pouvais l'abandonner alors qu'elle était sur un lit d'hôpital, disant que j'étais un monstre de me soucier davantage de ma fierté que de sa sécurité. Je l'ai laissé crier jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle. Puis j'ai dit la seule chose qui importait, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti. Je lui ai dit qu'elle avait planifié cela, qu'elle avait utilisé notre ami comme couverture, qu'elle m'avait laissé l'aider à faire un sac rempli de mensonges, et que je ne pouvais plus croire un seul mot sortant de sa bouche. Elle s'est tue à nouveau. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point nous étions déjà loin l'un de l'autre. Elle a dit que ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas l'accident, ni même de me perdre, mais que je sois aussi cruel au moment où elle avait le plus besoin de moi. Comme si elle était la victime, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. La pression est venue de tout le monde après ça. Sa sœur Chloé m'a appelé régulièrement pendant 2 semaines pour me supplier d'aller voir Léa au moins une fois, pour lui donner une chance de s'expliquer en personne, pour faire preuve d'un minimum de décence humaine. Je ne sais pas si Chloé ne croyait pas ce que je lui avais dit sur l'affaire ou si elle pensait simplement que la famille devait rester soudée quoi qu'il arrive, mais elle semblait sincèrement penser que j'étais le méchant dans l'histoire. Ses parents m'ont appelé aussi, son père surtout, disant que je faisais une erreur, que les mariages traversent des zones de turbulence et qu'on ne jette pas 4 ans de vie commune à cause d'une seule nuit. Une seule nuit. C'est comme ça qu'ils appelaient ça, comme s'il s'agissait d'un baiser ivre lors d'une fête et non d'une escapade d'un week-end prémédité avec un autre homme. J'ai essayé de leur expliquer, mais personne ne voulait entendre. Ils se fichaient des mensonges ou de la planification, ou du fait que leur fille avait utilisé notre amie commune comme alibi. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une femme blessée en convalescence chez sa sœur et un mari qui refusait de venir la voir. J'étais le méchant de leur histoire, et rien de ce que je pouvais dire n'allait changer cela. Mes propres amis étaient partagés. La moitié comprenait et soutenait ma décision. L'autre moitié pensait que j'étais trop dur, que je devrais au moins attendre qu'elle soit complètement rétablie avant de prendre des décisions majeures. Mais voici ce que personne ne semblait saisir, il ne s'agissait pas de l'hôpital. Il ne s'agissait pas du fait qu'elle soit blessée. Il s'agissait du fait que la personne que j'avais épousée n'existait pas. La femme en convalescence dans l'appartement de sa sœur était une étrangère qui portait le visage de ma femme depuis Dieu sait combien de temps, et je ne pouvais plus rien croire venant d'elle. Comment pardonner à quelqu'un quand on ne sait même pas qui il est vraiment? Ce n'est pas une question rhétorique. Je ne connais sincèrement pas la réponse. J'ai déposé la demande de divorce 5 semaines après l'accident. Léa était sortie de l'hôpital, logeait chez Chloé, et mon avocat lui a fait signifier les papiers à l'appartement de sa sœur. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait parce que chaque jour d'attente était un jour de plus à me mentir à moi-même sur la possibilité de sauver ce mariage. Ce n'était pas possible. Il y a des choses dont on peut revenir, et d'autres non. Et c'était le genre de trahison qui brûle les ponts si complètement qu'il ne reste rien sur quoi reconstruire. La procédure de divorce a été pénible. Léa s'est battue pour tout, la maison, l'épargne, les meubles, comme si garder assez de morceaux de notre vie commune pouvait prouver que le mariage avait signifié quelque chose. Son avocat m'a dépeint comme froid et impitoyable. Il a dit que j'avais abandonné ma femme dans son moment de besoin, a essayé de faire passer l'infidélité pour une erreur ponctuelle que j'exagérais. Mon avocat a présenté les preuves. Les relevés téléphoniques que j'avais fait réclamer montraient des mois d'appels et de messages entre Léa et Adrien. Nous avions chacun nos propres forfaits via nos entreprises, donc je n'avais jamais vu les factures. Les relevés de cartes bancaires montraient des chambres d'hôtel et des restaurants où je n'étais jamais allé. Des dépenses que je n'avais jamais remises en question parce que nous gérions nos finances de façon assez indépendante et que je lui faisais confiance. Les photos que j'avais prises à la fourrière. Ce n'était pas une seule nuit. Cela durait depuis presque 7 mois. 7 mois de mensonges. 7 mois à me regarder en face chaque matin et à prétendre que tout allait bien. 7 mois à planifier, à effacer ses traces et à jouer le rôle de l'épouse fidèle tout en menant une vie entièrement séparée dont je ne savais rien. Quand j'ai vu toutes ces preuves étalées noir sur blanc, je me suis senti justifié, mais aussi dévasté, parce que cela signifiait que j'avais vécu dans un fantasme pendant plus d'une demi-année sans même le savoir. 7 mois après l'accident, une fois le divorce finalisé, la maison vendue et tout partagé jusqu'à la dernière tasse à café, j'ai appelé Léa une dernière fois. Non pas parce que je voulais tourner la page, ou parce que je lui avais pardonné,
ou parce que je pensais qu'il restait quelque chose d'important à dire. J'ai appelé parce que j'avais besoin qu'elle comprenne une chose qu'elle n'avait, je pense, jamais saisie. Quand elle a décroché, j'ai entendu l'espoir dans sa voix. Comme si c'était peut-être moi qui appelais pour dire que j'avais fait une erreur, que je voulais qu'elle revienne. Je ne l'ai pas laissé parler. J'ai juste dit la vérité aussi clairement que possible. Je n'ai pas divorcé parce que tu étais dans cette voiture avec lui, ai-je dit. Je suis parti parce que tu étais prête à mentir si facilement, à planifier si soigneusement, à risquer autant juste pour avoir ce que tu voulais. Je suis parti parce que j'ai réalisé que si tu pouvais faire tout ça, alors je n'avais aucune idée de quoi d'autre tu étais capable, et je ne pouvais pas passer le reste de ma vie à attendre de le découvrir. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose sur le fait que je ne comprendrais jamais ce que c'était que de se sentir piégé, d'avoir besoin de quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, d'être assez désespéré pour faire de mauvais choix. Comme si cela expliquait quoi que ce soit. Comme si cela rendait les choses acceptables. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, que je le pensais sincèrement, mais que je ne pouvais plus faire partie de sa vie parce que je ne savais pas qui elle était et que je n'avais pas confiance en la personne qu'elle pourrait devenir. Puis, j'ai raccroché. C'était il y a 3 mois. Je ne lui ai pas parlé depuis. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas être allé à l'hôpital cette nuit-là, si j'aimerais avoir agi différemment, si je pense avoir été trop dur. Et honnêtement, non, je ne le regrette pas. Parce que la vérité est que je n'ai pas abandonné ma femme blessée. Je me suis protégé d'une personne qui me mentait depuis si longtemps et si bien que j'avais commencé à croire que le fantasme était réel. Et peut-être que cela me rend froid. Peut-être que cela me rend sans cœur. Mais cela me rend aussi libre. Certaines personnes survivent à des accidents de voiture. Moi, j'ai survécu à un mariage avec quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu. Voici ce que j'ai appris de tout cela, la confiance, ce n'est pas seulement croire que quelqu'un ne vous fera pas de mal. C'est croire que s'il vous fait du mal, ce sera parce qu'il a fait une erreur, pas parce qu'il l'a planifié. Léa n'a pas fait une erreur. Elle a fait une série de choix calculés pendant 7 mois. Et chacun de ces choix me disait exactement qui elle était. J'aurais juste aimé être plus attentif plus tôt. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le la première fois. N'attendez pas la deuxième chance, l'explication ou les excuses. Croyez-le et agissez en conséquence. Cela pourrait vous épargner des mois ou des années de vie dans le mensonge. Et à tous ceux qui se sont déjà sentis coupables de s'être éloignés de quelqu'un qui les a blessés, sachez que vous ne devez votre souffrance à personne. Ni à votre conjoint, ni à votre famille, ni à vos amis, et certainement pas à des inconnus sur Internet qui pensent mieux savoir que vous.